Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois David Poletti. David est à la tête de l'application Lifetry, une application que vous avez forcément téléchargée si vous avez participé à l'une des courses de l'UTMB. Cette application vous permet également de suivre vos amis coureurs sur les multiples événements que l'application couvre. Dans ce nouvel épisode, on trace le parcours de l'application, les difficultés d'entrepreneurs, le parcours aussi de David et de bien d'autres sujets passionnants dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de David Poletti, qui est le fondateur de l'application Lifetry. C'est comme ça que j'ai décidé de te présenter aujourd'hui, David. Mais comment vas-tu ? Ça va bien, ça va très bien. Merci en tout cas pour l'invitation. J'accepte volontiers la présentation, mais j'aimerais juste quand même rectifier. Je dirige aujourd'hui Lifetrail, mais je tiens quand même rendre l'honneur à ma sœur qui est Isabelle, qui est la réelle fondatrice et qui m'a transmis la mission de bien mener Lifetrail, mais voilà, c'est quand même encore antérieur à mon arrivée. C'est vrai que c'est important de souligner que c'était effectivement Isabelle qui était à l'origine de Lifetry. Et du coup, si je ne t'avais pas présenté de cette façon, comment est-ce que toi tu te présenterais ? Alors, je suis pas le fondateur, mais je suis quand même depuis 2012 dans Lifetrade. J'en ai fait, j'ai grandement participé à la croissance commerciale et à la popularisation de l'outil. Et aujourd'hui, j'en suis quand même le directeur. Donc, on n'est pas très éloigné quand même. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu habites à Chamonix, et donc maintenant tu es en charge de cette application-là. Mais qu'est-ce que tu fais autrement dans la vie ? Tu es plutôt trailer, tu es plutôt cycliste, qu'est-ce que c'est toi ton mode de vie et tes passions ? Alors, c'est un peu une histoire de famille. À l'origine, on est tous, mon père, Isa, moi-même, on est tous skieurs d'origine, donc ski de fond. J'ai été au comité du Mont Blanc pendant mon adolescence, et ensuite, on a suivi, on a suivi l'histoire paternelle, puisque avant la création de l'UTMB, de Lifetrail et de tout ça. Il était déjà coureur, on l'a suivi un peu sur ses trails. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui nous a un petit peu inspiré quand il a fallu se poser les questions de comment on allait suivre les coureurs par la suite. Et donc du coup, je suis resté dans la même lignée et je suis plutôt trailer, même si de manière générale, j'aime tous les sports d'endurance. Et comment tu voyais ton père qui parcourait ces épreuves-là qui étaient juste hallucinantes, surtout pour l'époque où il y avait pas beaucoup comparé à maintenant de trailers qui faisaient des distances comme ça, surtout dans des conditions comme ça aussi, parce que les conditions des premiers Tours du Mont Blanc, c'était pas du tout les mêmes que celles de maintenant. Comment tu le voyais, toi, ton père qui faisait ces épreuves-là ? Un peu guerrier, un peu spartiate, dans le sens pas dans le sens de la discipline, mais vraiment du peuple spartiate chez les Grecs, comme on peut le voir dans le film 300. Non, vraiment, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mon père, surtout qu'à ce moment, quand il a commencé à vraiment il y a eu une inversion de tendance. Pendant un moment, il courait pour s'entraîner pour le ski de fond, puis au bout d'un moment, il faisait du ski de fond pour s'entraîner pour l'été. C'est le moment où il s'est mis vraiment au trail. Et à ce moment-là, moi, j'étais un petit peu en fin de motivation par rapport au comité Mont Blanc. Les courtes distances, les 10-15 kilomètres à s'en faire mal, à arriver à la ligne d'arrivée en ayant envie de vomir tellement on est monté haut dans le cardio, ça m'avait un petit peu sevré. Et donc assez rapidement, j'ai voulu me mettre au trail d'endurance, suivre ses pas. Et donc j'avais pas mal d'admiration. Par exemple, à 19 ans, j'avais fait le semi de la Diagonale des Fous. D'accord.
OK, donc quand même, tu étais déjà dedans, tu baignais déjà dans le trail et tu avais déjà un niveau qui était quand même pas mal parce que pour arriver à ce type d'épreuve, même si, maintenant, ça se banalise de plus en plus, mais ça reste quand même des épreuves, sympas. Donc tu as quand même baigné là-dedans depuis tout petit et ça t'a donné toi aussi envie de parcourir de multiples trails? Ah oui, j'ai jamais, j'ai été très vite dans ce domaine-là. J'ai très vite monté la distance. J'ai fini l'UTMB 2008. J'ai tenté en 2007 et j'ai fini en 2008, donc à 21 ans. Donc j'y étais très rapidement, mais j'ai pas été, c'est pas une période où j'étais très rapide. On peut pas dire que c'était impressionnant. Alors certainement pas comme un Kylian qui a fini l'UTMB à 21 ans aussi. Il est de 87 également. Pas comme Très, un très grand cru 87, très grand cru. surtout lui. On l'a fait en même temps, mais pas à la même vitesse. C'est pas par exemple avec pas aussi rapide par exemple qu'un Sacha Devilla aussi qui on a été au comité ensemble, on a été dans le même club, mais il s'est mis à la longue distance et au trail beaucoup plus tard. Par contre, il a été beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement dans beaucoup plus dans la compétition. Moi, vraiment, voilà, quand j'ai fini l'UTMB en 2008, j'étais dans la tranche de ceux qui pouvaient le faire entre 35 et 40, 45 heures, mais je ne pouvais pas passer en dessous de cette barre-là. Donc, j'ai pas été un trailer très rapide. Par contre, j'ai vite allongé la distance et ça a vite été pour moi effectivement un moyen de découvrir des territoires. J'ai tout de suite eu cette notion de tourisme sportif. Ouais, c'est ce qui anime beaucoup de trailers, ça justement de pouvoir aller, découvrir plusieurs paysages comme ça de différents versants de massifs ou de vallées, rapidement. C'est vrai que quand on est trailer, on a la chance de pouvoir faire, toutes ces distances, rapidement, quoi. C'est, heu c'est quelque chose qui anime beaucoup de trailers et je suis totalement là-dedans aussi, tu vois? Avec, des trucs comme le GR20, en moins de 5 jours, c'est ça. Moi, je trouve ça génial le trail pour ça, parce qu'on a la chance d'avoir physiquement là les capacités de faire ça, quoi. C'est ça, on se fait un condensé, on se fait un concentré de paysages. Mmh. Et toi, du coup, le ski de fond maintenant, tu es, un peu comme dans ton père le faisait, tu l'utilises pour, continuer à t'entraîner, l'hiver? Alors, j'ai eu une grosse période de rupture quand on fait une overdose, il y a toujours besoin d'un bon temps de latence. Mais non, je dirais plutôt que je profite maintenant des deux en fonction de la saison. Le goût de l'effort en ski est revenu. Et j'aime bien m'entraîner pour me redonner un petit peu des objectifs. Et d'ailleurs, j'aimerais bien cette année, si Dieu le veut, qu'elle ait enfin lieu, pouvoir faire la Transjurassienne. Ah, c'est une course assez mythique ça. Alors, je t'avoue que moi le ski de fond, je le connais comme un breton, tu vois? J'ai jamais fait de ski de fond de ma vie, mais par contre la Transjurassienne, j'ai vraiment entendu parler de cette course comme étant une course mythique, de ski de fond. Et ça c'est, pour ceux qui la connaissent pas, comment tu présenterais cette course-là et qu'est-ce qu'elle a de si particulière et Ah bah, c'est clairement la course la plus importante de ski de fond de France, en tout cas la course de grande endurance. Il y a pas de course en ski de fond aussi longue et aussi populaire que la Transjurassienne. Aujourd'hui, je dirais que réellement l'homologue de l'UTMB dans le monde du ski de fond, c'est pas la Transjurassienne, c'est la Basalopette qui est vraiment connue, mondialement connue. Mais la Transjurassienne est une course extrêmement populaire et extrêmement connue aussi, qui est directement dans le sillon de la Basalopette et qui brille de manière autonome. Donc c'est vraiment une très très belle, c'est un très très bel événement. mmh.
C'est un sport qu'il faut vraiment que j'aille découvrir dès que possible parce que on m'en parle beaucoup dans les épisodes du podcast et ça me fait vraiment envie. Alors, c'est vrai que souvent, quand on est breton ou quand on est en plaine comme ça, qu'on vient à la montagne faire du ski, on a plutôt tendance à aller faire à monter les téléphériques et puis à redescendre avec des skis. Mais cette discipline, je crois qu'elle a connu quand même un bel essor avec justement le Covid qui a arrêté les remontées mécaniques et de plus en plus de personnes s'y sont mis, comme au ski de randonnée, je crois, hein. Et c'est un beau sport, je pense. C'est un des points positifs si on cherche si on cherche toujours le positif dans le négatif, je dirais que c'est quand même un des beaux points positifs qu'on a pu voir l'année dernière, c'est de voir autant de gens reprendre le goût à l'effort. Et si je peux me permettre un conseil dans ce cas, si tu veux découvrir le ski de fond, faut y aller, faut aller à la Mecque française, faut aller dans le Jura. Et au passage, tu pourras demander quelques conseils à Xavier qui vient de ce milieu-là aussi. Bah, je pense que si je me prends Xavier comme coach de ski de fond, ça va envoyer directement dans le lourd. Et ouais, ça serait intéressant, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, donc Xavier Thévenard, hein, pour tous ceux qui n'auraient pas fait la référence. Effectivement, ce serait très sympa. Mais j'ai un copain aussi qui est moniteur de ski de fond avec qui j'ai passé le DU Trail. Donc Ludovic, on salue Ludovic s'il écoute. David, donc j'aimerais qu'on discute de justement l'application. Comment est-ce que, alors tu disais que c'était Isabelle qui l'avait fondée vraiment à l'origine, même si toi tu as toujours, j'imagine, vu son évolution. Quels ont été les premiers instants de cette application-là et comment est-ce qu'elle est née? Alors, pour en prendre un petit peu l'histoire, en fait, elle est complètement liée forcément à la naissance de l'UTMB, puisque la première utilisation de LiveTrail, c'est en 2003, quand Catherine et Michel ont fondé l'UTMB. On cherchait une solution pour suivre les coureurs. À ce moment-là, le suivi live n'existait absolument pas. On n'avait que du chronométrage sur la ligne d'arrivée. Et la réflexion était que c'était un petit peu limite quand même d'avoir des informations uniquement sur la ligne d'arrivée pour le PC course. Donc dès l'origine, LiveTrail a été conçu pour informer le PC course et avoir davantage d'informations pour pouvoir suivre la sécurité des coureurs. C'est vraiment le socle central de LiveTrail, c'est cet outil aux organisateurs. Ça n'existait pas à l'époque. Isabelle était en stage de fin d'études d'ingénieur et malheureusement son entreprise, l'entreprise dans laquelle elle devait faire un stage avait mis la clé, avait déposé le bilan juste juste avant le début du stage. Et donc, finalement, LiveTrail, c'est son sujet de stage un petit peu en last minute. Elle devait créer un petit truc un petit peu bénévolement. Finalement, elle a pu davantage pousser le concept puisqu'elle a pu y passer davantage de temps. Et 2003 a été la première version de LiveTrail. À ce moment-là, c'était le club des sports de Chamonix qui assurait le chronométrage. Et donc, pour les plus puristes, le TMB d'origine, avant, il n'y avait que la course Rennes qui partait de Chamonix. Par contre, il y avait trois arrivées. Il y avait une arrivée à Courmayeur, une arrivée à Champey, une arrivée à Chamonix. On pouvait choisir au dernier moment si on continuait ou pas. Et à Courmayeur, il y a eu un problème de matériel. Le classement avait été, le matériel avait grillé, donc le classement était totalement perdu. Et donc c'est LiveTrail qui a permis de récupérer le classement, de reconstituer un classement sur Courmayeur. Et donc à partir de 2004, on s'est dit que ça servait à rien d'avoir deux solutions qui se superposaient. Et le système LiveTrail est devenu le système officiel de l'UTMB. Jusqu'en 2009, ils ont amélioré ça uniquement pour l'UTMB d'année en année bénévolement. Et en 2009, on a la première course, Trail Verbier-Saint-Bernard, qui a souhaité partir avec nous avec la solution LiveTrail. Donc c'est la première année où où un organisateur autre que l'UTMB utilisait cette solution-là. Et jusqu'en 2012, ISA a pu
à la fois vendre, déployer techniquement et continuer à améliorer le système pour quelques courses. Par contre, assez rapidement, quand on est seul, eh ben, on se retrouve assez limité dans la possibilité de croissance. Donc, arriver à 6, 7, 8 courses, je sais plus par cœur les chiffres, elle ne pouvait plus tout faire. Et donc, effectivement, on est arrivé un petit peu à la croisée des chemins où elle m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Je continue mon petit truc tranquillement. Je fais quelques courses, mais on continue à se concentrer sur le TMB. Ou est-ce qu'on en fait quelque chose d'autre? Et moi, dès ce moment-là, j'étais déjà convaincu que LiveTrail était une solution, était une pépite absolument géniale. C'est vraiment un software hors norme. Et donc, j'ai dit non, non, il n'y a pas de souci, on va y aller. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris le risque de quitter le travail dans lequel j'étais, malgré le fait que ma femme était enceinte et que j'avais fait un crédit. J'ai dit non, non, on y va. J'ai tout quitté pour m'embarquer avec elle et j'ai pris toute la partie développement commercial et communication et déploiement terrain pour la laisser se concentrer uniquement sur la direction et le développement. Et donc de 2012 à 2019, là on a pu connaître en mettant de plus en plus de moyens de développement, de moyens opérationnels. Petit à petit, on a grandi avec quelques dates clés, avec l'arrivée dans nos clients de la Saint-Élion, du Festival des Templiers, d'un nouveau mode de fonctionnement avec des distributeurs. On travaille par exemple, alors ce que j'appelle un distributeur, c'est un chronométreur qui utilise lui-même LiveTrail. Notre premier exemple, c'est No Limit, qui est un chronométreur en Espagne qui déploie par exemple la Transgran Canaria sur laquelle j'ai jamais mis les pieds. Et donc voilà, au travers de quelques dates clés comme ça et vraiment avec cet esprit-là, on a pu passer de 7-8 événements en 2012 à presque 150 en 2019. Ah, on voit bien la croissance qui a été progressive avec cette histoire entre vous. Tu penses que si ce jour où Isabelle s'était dit là j'arrive un peu au bout, tu penses que l'application aurait connu un essor comme elle l'a connu quand même, peut-être en étant avec une reprise par une autre société ou parce que tu croyais vraiment au projet parce que si toi tu t'étais pas investi dedans, tu penses que l'application elle serait devenue quoi en fait? Eh ben, en fait, je me suis jamais trop posé cette question parce que on a certes eu une réflexion familiale parce que alors je parle de ma famille, hein, parce que quand j'utilise le terme familial dans LiveTrail et dans UTMB, ça peut prêter un peu à confusion. Mais forcément, avec ma femme, on a eu une réflexion un petit peu poussée sur ce projet-là, parce que c'est un projet de vie où je savais que je m'engageais pour au minimum les 15 prochaines années, si ce n'est plus. Mais finalement, mon envie était vraiment, ma motivation était vraiment à 100%. J'avais pas de doute là-dessus. Euh, Même si je voulais y réfléchir parce que je voulais pas faire les choses seul. Ma femme s'est vite rendu compte que c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Et en fait, assez naturellement, m'a tout de suite soutenu à 100%. Donc, cette question-là, très honnêtement, me parle pas trop parce que je me la suis jamais vraiment posée. Les choses se sont faites quand même vraiment naturellement. Euh, L'histoire de trail, que ça soit l'UTMB, que ça soit LiveTrail, que ça soit notre organisation familiale autour de cette activité, a toujours été très familiale, très soudée. Et donc, du coup, ouais, je n'imagine pas une solution ou enfin un scénario où je ne serais pas parti, où je me serais pas lancé dans l'aventure avec Isabelle. Hmm. Et quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez eues dans le développement de cette application-là? Est-ce que c'était de convaincre les utilisateurs que ça fonctionne? Est-ce que c'est de convaincre les organisateurs que c'est bon pour leurs courses et leurs participants?
Est-ce que c'est techniquement? Quelles ont été les plus grosses difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées? Je pense que la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée et qu'on continue à rencontrer, c'est vraiment de définir le secteur de cette application. C'est pas une simple solution de chronométrage et le terme live est un terme un petit peu, c'est un peu péjoratif, mais c'est un terme un petit peu poubelle. On met un petit peu tout dans le live, comme on met un petit peu tout dans le terme plateforme. Aujourd'hui, le live, c'est quoi? C'est de la web TV, c'est le suivi qu'on propose, c'est du tracking GPS, c'est les posts Facebook qui sont publiés, par exemple, par Trail Endurance Mag. C'est le live, ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, quand on parle de suivi live, c'est extrêmement vague. Et aujourd'hui, la solution LiveTrail, j'ai l'habitude de la présenter aux clients comme un peu comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a 30% de l'application qui est visible et qui est utilisée par le public, et toute la toute la partie immergée, les 70% immergés, c'est toute la partie qui bénéficie à l'organisateur, qui n'est pas visible le temps qu'on n'utilise pas cette solution. Et LiveTrail est plus un outil, je le disais au début de l'histoire de LiveTrail. LiveTrail est plus un outil de management de course, c'est-à-dire que ça a toujours été dès l'origine pensé au service de l'organisateur, pour l'aider à analyser des informations pour prendre la décision la plus éclairée et avec le plus de recul possible à un moment donné, pour prendre la meilleure décision qui lui est possible de prendre. Et ensuite, il y a quelques outils qui, au passage, donnent des informations intéressantes au public. Et dans ce cas, pourquoi se priver de leur donner des informations intéressantes? Mais le cœur de LiveTrail, il est avant tout centré sur le besoin de l'organisateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu visible. C'est une philosophie qu'on retrouve très peu dans ce milieu-là. La plupart des logiciels ou la plupart des entreprises, on fournit un classement en live, on a un tableau de passage, on a une remontée des temps, en live, et c'est disponible pour le public. Mais au final, l'organisateur n'a pas plus d'informations que le public. Et pourtant, on est comparé à ce genre de solution-là. Or, comme on offre un service qui est différent, qui est beaucoup plus profond, mais forcément le coût qui va avec n'est pas le même non plus. Et donc, il y a toujours un petit peu un grand écart entre devoir satisfaire les organisateurs, mais qui s'y retrouvent quand même aussi budgétairement, et réussir à comparer ce qui n'est finalement pas tant comparable. Ouais, je comprends. C'est souvent le cas. On compare souvent la vitrine des autres avec son arrière-boutique à soi. Et puis on sait en fait ce qu'il y a derrière dans ce que proposent des fois des différentes solutions. Et c'est parfois peut-être, j'imagine, un peu frustrant d'être comparé avec d'autres solutions qui offrent beaucoup moins de prestations que ce que peut offrir sa propre application. Mais justement, moi, je m'intéresse pas mal à l'organisation. Pour être tout à fait honnête, je m'interdis pas d'être prochainement organisateur, sans trop aller plus loin. Qu'est-ce que justement LiveTry offre de plus que ce que les spectateurs, si je puis dire, voient visuellement sur l'application, et du coup, qu'est-ce que les organisateurs ont en plus? Alors déjà, LiveTrail, c'est un ensemble d'écosystèmes, c'est-à-dire que déjà de manière automatique, mais bon là je reste dans la partie publique, ça intègre aussi les applications Live Info et Live Run, qui sont disponibles de manière générale. Donc un organisateur, quand il prend une solution LiveTrail, déjà de base il offre le suivi à ses coureurs, il offre également l'accès aux applications. Ensuite, pour revenir sur la question, qu'est-ce qui est fourni en plus à l'organisateur? C'est en fait un ensemble d'outils d'analyse des données. C'est-à-dire qu'on récupère les données brutes sur le terrain, et donc pour ça, on a besoin d'avoir des données de qualité. Mais ensuite, ces données de qualité, si on les interprète pas, ça veut dire que l'organisateur doit les interpréter de lui-même, doit toujours faire ce travail mental. Quand on a une centaine de coureurs, ce travail mental
est certainement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller payer une somme qui peut se retrouver conséquente par rapport au nombre de coureurs pour faire ce travail mental. L'organisateur connaît bien son terrain de jeu, donc quand un coureur est à un endroit, s'il doit faire l'exercice pour une centaine de coureurs, il s'y retrouve. Par contre, sur une course comme l'UTMB ou comme la Saint-Élion ou même sur une course où il y a déjà 2-3 000 coureurs, faire cet exercice mental pour 2-3 000 coureurs, savoir où ils en sont, est-ce qu'ils sont en difficulté, est-ce qu'ils auraient dû arriver ou pas, si on n'a que la donnée brute, c'est pas possible. C'est pour ça que un des assets qu'on a qui font quand on est devenu assez connu dans le monde du trail, c'est notre système d'anticipation, notre système d'estimation au prochain point. C'est un des éléments qui a fait notre succès auprès du public et des coureurs. En réalité, c'est quelque chose qui n'est absolument pas réfléchi. Ça fait partie de tout à l'heure des informations que je disais. Puisqu'on les a et qu'elles sont intéressantes et pertinentes, autant les mettre à disposition du public. Mais de base, c'est un outil qui est fait pour l'organisateur et c'est même la pierre angulaire de l'ensemble du PC course, de l'ensemble du PC course. C'est-à-dire que de par cette estimation, on peut savoir où en sont les flux, où en seront les flux dans X temps. Du coup, pouvoir anticiper, on a un problème météo au sommet d'un col ou un endroit où on a un problème, on risque de se retrouver confronté à une barrière horaire alors que beaucoup de coureurs ne sont pas encore passés. Dans quel état, dans quelle situation on sera dans une heure? Est-ce que ce problème en est réellement un et qu'il faut du coup pouvoir l'anticiper? Est-ce que ça n'en est pas un? Parce que en réalité c'est passé. Je peux me baser par exemple sur une petite anecdote qu'on a vécue à l'époque sur les Templiers. Templiers, ça fait des années qu'ils ont les mêmes barrières horaires. Et on ne sait pas pourquoi cette année-là, la fin de course était allée un petit peu plus lentement, et donc à la dernière barrière horaire au CAD, on allait avoir encore un peu trop de coureurs. Le problème de cette route-là, c'est que déjà la frustration d'arrêter de beaucoup de coureurs, c'est déjà pas facile à gérer, mais en plus c'est une route qui est extrêmement sinueuse et un bus de 60 places ne peut pas y monter, donc on est obligé d'y aller qu'avec des navettes de 9 places. Ce qui fait que l'évacuation aurait été extrêmement compliquée. En anticipant un peu ce problème et en regardant un petit peu les scénarios, on s'est rendu compte qu'en repoussant la barrière horaire de 10-15 minutes, on passait de 150 coureurs à arrêter à moins de 20. Et donc du coup, l'organisateur a pu prendre la décision sereinement de décaler légèrement la barrière horaire pour que logistiquement ça se passe bien, et ainsi arrêter les quelques 20 coureurs qui étaient vraiment trop cramés et qui avaient besoin de s'arrêter parce que eux, ils étaient de toute façon complètement secs. Mais par contre, il y a 100 coureurs qui ont pu encore passer et finir la course normalement et ne pas être frustrés d'être arrêtés alors qu'ils étaient capables de finir et qui en plus auraient mis l'organisation en difficulté. Donc, de pouvoir anticiper un petit peu les données comme ça permet de prendre des décisions qu'on ne prendrait pas nécessairement à chaud, parce que le chef de poste aurait déjà annoncé la barrière horaire. L'organisateur se trouverait piégé, il ne pourrait pas réannoncer comme ça que finalement il rouvre les coureurs pour l'accès aux coureurs pour une dizaine de minutes. Il perdrait toute crédibilité. Ouais, je comprends. C'est vraiment des données qu'on n'imagine pas, je pense, tant qu'on n'a pas eu à s'en servir en fait de ce genre de données. C'est vrai que nous, quand on regarde pour nos amis où est-ce qu'ils en sont, c'est plutôt des données qu'on va prendre juste par curiosité, intérêt, et puis pour vivre un peu la course aussi en direct, ou du moins le plus en direct possible. Mais c'est vrai que là, on parle plutôt de sécurité et effectivement, c'est des données qui sont primordiales pour les organisateurs s'ils veulent réaliser une course dans des bonnes conditions de sécurité. Justement, comment est-ce que ça fonctionne, ce système d'anticipation de temps? Parce que
On sait que c'est très, enfin, j'imagine que c'est pas simplement de se dire, bah tiens, il a mis tant de temps entre ces 2 points, donc il va mettre tant de temps entre ces 2 points. C'est tellement variable avec le terrain, ça doit être un vrai casse-tête à faire cette anticipation. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est un casse-tête à cause du terrain, à cause du dénivelé. Non, parce que si on ramenait ça sur un marathon qui est extrêmement plat, et sur 40 km, on va relativement à la même vitesse du premier kilomètre au dernier kilomètre. Si on ramenait ça sur un marathon, ça reviendrait quasiment à cette formule. En réalité, pas tout à fait, mais ça, de manière simplifiée, ce serait un petit peu ça. Euh, on tient compte d'un certain nombre d'éléments. On va tenir compte effectivement du dénivelé. On n'avance pas à la même vitesse en montée qu'en descente. On va tenir compte d'une courbe de décroissance, c'est-à-dire que on va sur 150 km, on va pas au même rythme au début qu'à la fin. Et d'un certain nombre d'éléments, effectivement, on peut tenir compte de la technicité. Il y a des choses, en connaissant bien le terrain, on peut adapter ensuite un petit peu manuellement les éléments d'une année sur l'autre par rapport à l'expérience qu'on a eue. Par exemple, je sais que sur Verbier, je laisse l'algorithme me donner les différents éléments, puis ensuite, en connaissant certaines zones, je vais venir manuellement ajuster, dire, mais en fait, entre telle et telle zone, je sais qu'en réalité, ça va pas aller aussi vite, mais je sais que sur celle-ci, c'est un peu plus roulant, ça va aller un petit peu plus vite. Donc voilà, on a effectivement un certain nombre de variables qui nous permettent d'ajuster pour être au plus juste possible. Après, ça reste quand même des estimations, ça reste quand même la météo. C'est un peu comme la météo, c'est-à-dire que l'estimation au prochain point, on va être plus ou moins précis à plus ou moins de 10 minutes près en moyenne pour l'ensemble des passages d'une course. Évidemment, il y a toujours des coureurs où on va avoir 2 heures de retard et des coureurs qui vont être en avance. Mais finalement, ça va être plus ou moins 10% des coureurs qui vont être en avance, 10% des coureurs qui vont être en retard et 80% des coureurs qui vont être à peu près dans nos estimations. Et, euh, évidemment, c'est plus on va chercher à estimer loin. Si on estime par exemple l'organisateur 3 ou 4 points de passage plus tard, bah, ça va être un peu le même principe de la météo à 3 jours, la météo à 7 jours, la météo à 14 jours. Hmm. Et, alors, toi, dans cette application-là, aujourd'hui, quelle est ton activité au quotidien, surtout alors, est-ce que c'est de continuer à développer cette application-là et peut-être pour d'autres sports ou quel est ton travail maintenant au quotidien sur cette application? Alors maintenant, on a une équipe qui commence à être bien constituée. On a une équipe de développeurs de 3 à 5 développeurs selon la période de recrutement et de départ. On a bientôt 3 chefs de projet. J'ai un assistant commercial. Et donc moi aujourd'hui, mon rôle dans tout ça, c'est effectivement de dimensionner et d'animer l'équipe pour qu'on continue à atteindre de nouveaux objectifs. Comme je disais, aujourd'hui, on a à peu près 150 événements au travers dans le monde. En Asie, beaucoup en Europe de l'Ouest et un peu Europe centrale et un petit peu aux États-Unis. Et en objectif, j'aimerais bien qu'on arrive à être sur l'ensemble des continents. J'aimerais bien qu'on arrive à être en fait une solution qui soit disponible dans chacun des pays. C'est pas encore, on n'est pas encore bien installé en Afrique. En Afrique du Sud, il y a des superbes trails également. Je pense qu'il y a des superbes choses qui pourraient être faites au travers du monde et dans un ensemble de disciplines. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on ne cherche pas à toucher que le trail. On aimerait bien, c'est déjà fait, mais c'est pas démocratisé. Toucher au sport d'endurance de manière générale. On a une solution qui s'appelle d'ailleurs Live Race parce que parfois trail c'est un petit peu trop connoté à la discipline.
qui permet de, mais en réalité c'est la même structure, c'est le même logiciel, c'est le même cœur de réacteur derrière, qui permet de se développer sur la course sur route, sur le triathlon, sur le ski de fond, sur le ski de rando, sur tous les sports d'endurance de manière générale. Donc, mon rôle, c'est de faire en sorte de dimensionner les équipes pour atteindre ces objectifs-là. Et comment tu vois l'application d'ici 5 ans, par exemple? En ayant atteint cet objectif, de par quelques innovations technologiques, parce qu'on continue notre point différenciant, c'est d'être une application, d'avoir une application déjà qui nous appartient directement, ce qui fait qu'on peut continuer à la développer en étant en l'éprouvant directement sur le terrain, mais il n'y a pas de différence de dialogue entre les techniciens sur le terrain et une boîte, une entreprise tierce qui développerait l'application. Là, c'est directement la même entreprise qui est confrontée aux deux éléments, ce qui nous permet de développer un outil qui est toujours plus innovant et plus proche des besoins de là ou des disciplines. Et donc, dans 5 ans, oui, j'aimerais vraiment qu'on ait une appli, que notre soft soit vraiment le software de suivi live de haute qualité sur l'ensemble des disciplines d'endurance outdoor. Après, par contre, je pense qu'on reste sur un créneau de service de qualité. Si on devait résumer Lifetrail à un seul mot, la valeur qui doit nous représenter le plus, ça reste la qualité de service, la qualité de l'application. Et donc, ça fait qu'on forcément, on reste accessible que vraiment à des organisateurs qui veulent aller chercher cet élément-là, soit parce que ils veulent directement se rassurer par rapport à la sécurité, par rapport à un certain nombre d'éléments dans ces besoins-là, soit parce que ça devient indispensable, parce que l'événement devient trop long et trop important en nombre de coureurs pour qu'ils puissent s'en passer. Mais par contre, tous les organisateurs, il y a un paquet, il y a des centaines d'organisateurs qui organisent des 10, 20, 30, 40 kilomètres, qui vont avoir quelques centaines de coureurs qui connaissent très bien leur terrain et qui peuvent rester sur ce mode de calcul mental une fois qu'ils ont la donnée brute. Je pense que cette masse d'organisateurs ne trouvera pas d'intérêt de passer par Lifetrail. Donc vraiment, l'objectif, c'est de rendre l'outil le plus accessible possible, mais il n'est pas non plus d'aller jusqu'à avoir le monopole. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est un peu la démarche commerciale. Souvent, quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Et là, de fait de se spécialiser, quand tu disais de garder cette qualité, j'avais l'impression d'entendre Catherine lors de notre premier échange qui parlait de l'UTMB, qui avait vraiment cette volonté d'avoir un événement qui soit ultra qualitatif. Tu dirais que ça, c'est ancré dans peut-être les valeurs de ton éducation, de ta famille? Ouais, j'allais dire que les chiens font pas des chats, effectivement, mais mais ouais, je pense qu'il y a certaines valeurs qu'on retrouve sur l'UTMB et qui se retrouvent dans Lifetrail, qui sont peut-être effectivement des valeurs de vie que nous ont inculquées à Isa et moi-même. C'est peut-être des valeurs de vie que Catherine et Michel nous ont inculquées, effectivement, de manière générale. Ouais. On imagine difficilement que ça puisse être autrement, hein. Je trouve ça génial, moi, de recevoir comme ça des entrepreneurs, parce que quand on voit une application, on a l'impression que voilà, elle est là, c'est facile, alors que ça fait finalement
plus de 10 ans qu'elle est en développement et que toute une équipe travaille derrière, on se doute pas forcément du travail qu'il y a derrière pour la développer, la porter. Et dans tout ça, moi j'aime bien recevoir justement les acteurs de l'ombre un petit peu, hein, parce que quand on utilise une application, on n'est pas face à quelqu'un physiquement. Euh, Est-ce que toi, tu dirais que l'application comme ça a peut-être un avenir aussi lié avec la web TV live. Tu parlais de vidéo. Est-ce que tu imagines ton application être couplée avec un système de vidéo live? Alors, couplé, pourquoi pas? En tout Parce que cas, on s'interdit aucune réflexion et aucune. On reste systématiquement ouvert d'esprit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on commence maintenant à bien identifier nos points forts. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est recevoir et c'est traiter et c'est analyser des données, en ressortir des, 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 des informations, des graphiques éclairants pour l'organisateur. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire sur la base, par exemple, de l'indice UTMB également. Hein, d'ailleurs, ça fait partie des points sur lesquels enfin, LiveTrail ou le service développement de manière générale est performant. Et il y a des points sur lesquels il ne faut pas qu'on s'aventure parce que c'est pas le même métier. Je pense par exemple, alors même si on en fait un petit peu au travers de notre app, on n'est pas spécialisé en tracking GPS, on n'est pas spécialisé en web TV, on n'est pas spécialisé en photo. Et pourtant, c'est des solutions. Si on regarde sur le site UTMB, sur les fiches coureurs, c'est des solutions qui sont mises en avant sur le système, sur LiveTrail. Parce que on a identifié quelques partenaires avec qui on aime bien collaborer, avec qui on a appris à collaborer, et en fait on intègre leurs solutions au sein de LiveTrail. C'est-à-dire que par contre, je pense que le futur de LiveTrail qui est vraiment intéressant, c'est que pour que ce soit pour l'organisateur ou que ce soit pour le public, ce qui est important, c'est que le jour de l'événement, il faut une porte d'entrée live. Et cette porte d'entrée permet de rayonner, de faire rayonner tous les acteurs. Et donc, si on a les photos du photographe qui remontent sur la fiche coureur, le coureur peut du coup cliquer sur la photo et ça renvoie chez le photographe si jamais il veut acheter sa photo souvenir, acheter le pack photo ou tout ça. D'avoir la web TV une web TV qui remonte sur le site LiveTrail, d'être intégré. On travaille aujourd'hui avec quelques fournisseurs GPS. Quand on est ensemble sur une prestation, les données GPS remontent directement sur la fiche coureur, mais on peut être intégré avec d'autres solutions technologiques sans exclusivité, vraiment pour que on soit une porte d'entrée, mais qu'on soit pas propriétaire de l'ensemble de nos outils. On a le cœur du réacteur, mais ensuite que ce soit le turbo, que ce soit l'élément de design ou tout ça, voilà, nous on a que le moteur central. Et ensuite, pour construire une voiture, il faut pas qu'un moteur et il y a un certain nombre d'éléments qui vont faire une différence entre une voiture de course ou une voiture de rallye. ouais, c'est intéressant ce couplage de plusieurs compétences. Parce que là, sur la Diagonale des Fous, cette année, j'étais là-bas pour couvrir un petit peu en live le suivi de la Team Bretagne Ultra Trail. Et pour discuter avec les producteurs du Grand Raid, c'est vrai que c'était parfois un peu frustrant de voir qu'il y avait plusieurs acteurs comme ça en train de couvrir la course en live. Et puis finalement, les spectateurs, eux, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir suivre la course à un endroit peut-être, et pourquoi pas unir en fait toutes ces solutions live pour en faire qu'une seule, et puis que le spectateur puisse aller suivre la personne qu'il a envie. Ça, c'est intéressant, je trouve, de pouvoir permettre au public de pouvoir avoir ça. Donc le couplage de compétences est intéressant. Oui, oui, tout à fait. Surtout que ce serait à la fois beaucoup plus visible pour le public, beaucoup plus lisible,
Du coup, ça attire beaucoup plus de monde. Donc, même pour l'organisateur, d'avoir une solution qui attire beaucoup plus de monde, ça améliore son image auprès de ses partenaires qui sont du coup mieux valorisés. Si les partenaires sont mieux valorisés, il peut aussi avoir plus de soutien de leur part. Donc effectivement, je pense que de pouvoir vraiment avoir une porte d'entrée live, qui bien sûr, je préférerais que ça soit LiveTrail, mais vraiment l'idée d'avoir une porte d'entrée live serait pour un organisateur vraiment quelque chose de précieux, que ce soit d'un point de vue public ou d'un point de vue partenaire. Hmm. Je voulais te demander, David, comment est-ce que vous avez vécu cette période d'annulation de course? Forcément pas très bien. J'imagine. Non, 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 j'ai été regarder un petit peu quelques chiffres. C'est sûr que c'est une solution c'est sûr que on fait partie des, des, des grands touchés de par cette crise Covid, mais à peu près comme toutes les entreprises événementielles, hein. Je pense qu'il n'y a pas un acteur dans l'événementiel qui n'a pas été très fortement impacté par cela. Et quand je discute par exemple avec les animateurs, on a encore une chance, c'est qu'on est une équipe avec du matériel. Donc c'est pas encore la panacée sur 2021, mais il n'y a pas d'événement qu'on a dû sur lequel on n'a pas pu aller parce qu'on n'avait pas de solution. Alors que quand je regarde par exemple un Ludo ou un Christopher ou un Sébastien là qui sont qui ont énormément de dates. Avec tous les reports, il y a plein de dates qui venaient se collisionner et malheureusement ils peuvent pas se dupliquer. Donc je pense que 2021 était encore plus dur pour eux que ce que ça a été pour nous. 2020, il n'y a pas de surprise, hein, on a tout eu annulé. Donc heureusement que ça faisait déjà 10 ans qu'on était une structure solide, 20 ans qu'on avait 15 ans qu'on avait plus de 15 ans qu'on avait notre notoriété. On a toujours eu une gestion de trésorerie très raisonnable, ce qui nous a donné les reins suffisamment solides pour surmonter de 2020. Donc voilà, on a pu préserver tous les postes, on a pu même continuer à préparer l'après pour être capable de rebondir, pour avoir des nouveaux projets, pour se dimensionner par rapport aux enjeux, que ce soit les enjeux annoncés par les UTMB World Series ou que ce soit par rapport aux objectifs propres de LiveTrail d'innovation. Même si le bilan 2020 était évidemment catastrophique. Et 2021, on n'est pas encore revenu à notre niveau normal. Le premier semestre a quand même été très plombant. Maintenant, heureusement, le deuxième semestre était très bon. Donc c'est pas encore la panacée en 2021, mais je pense que tous les signaux sont au vert pour 2022, si tant est que cette crise se calme enfin. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble des acteurs. Comme tu le disais, j'ai en discuté avec Ludovic Collet, encore une fois, sur l'UTMB, sur l'UTMB aussi, et puis sur la diagonale. Et c'est vrai que cette période a été très compliquée pour les animateurs, et puis pour tous les secteurs de l'événementiel. Mais écoute, David, je trouve on a fait un beau portrait enfin, moi, je trouve. J'ai appris plein de choses sur l'application, sur ton parcours. Et puis, je voulais te demander si tu avais quelque chose, si tu as envie de partager quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé dans notre échange. Eh ben, écoute, je pense pas que tu l'aies forcément découvert, mais je t'invite à regarder la dernière version de LiveRun. Je pourrais même te mettre à disposition un parcours si tu veux le tester. Mais cette année 2020 nous a aussi permis de réfléchir et de se rendre compte de quels étaient les points faibles. En fait, l'idée de cette crise, c'est aussi voilà, de se remettre en question et de ressortir un petit peu plus grand. Euh,
Et on se rend compte quand même que l'événementiel, c'est un secteur qui est extrêmement fragile. Un événement, on l'avait vécu déjà sur les Templiers 2019 avec l'annulation de la course Rennes. On le revit en 2020 avec l'annulation à cause du Covid. Je l'avais déjà vécu à l'époque avec la Maxi Race. Alors si je dis pas de bêtises de mémoire, ça devait être 2013 ou 2014 quand ils avaient dû annuler complètement l'événement parce que le terrain n'était absolument pas praticable. Un événement pour multitude de possibilités. C'est quand même assez fragile. Ça vit le temps d'un week-end, une semaine au mieux. Et si c'est annulé, bah, c'est la punition. C'est vraiment la punition. Et du coup, il y a quelque chose qui a un petit peu émergé et sur lequel Lifetrail a voulu aussi prendre un petit peu son créneau. C'est tout ce qui se passe un petit peu en off parce que le off permet de valoriser les territoires, permet de s'ancrer, d'ancrer davantage un événement, d'apporter des solutions, permet aux coureurs de pratiquer, de se repérer. Et en fait, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de solutions qui existent dans ce domaine-là, mais il y a un créneau qui n'existait pas et sur lequel on a décidé d'avancer et de s'engouffrer. Donc, il y a des projets sur lesquels on est déjà en discussion. L'application est en partie développée et a commencé à être commercialisée et on espère apporter vraiment un nouvel angle à ce secteur-là pour en fait apporter tout notre savoir-faire qu'on a déjà dans le live, mais dans le milieu du off, c'est-à-dire que le coureur choisit un parcours et une fois qu'il est lancé dessus, il peut être suivi par ses proches, il a l'estimation au prochain point, il a des notifications pour savoir combien de temps il va mettre pour aller. Ce suivi, il est visible par son public, par ses proches, qui peut savoir du coup quand c'est qu'il va arriver pour potentiellement rejoindre ou pour ne pas s'inquiéter. Donc voilà, on est en train de se lancer là-dessus. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, il n'y a pas de souci, je te mets volontiers une trace GPX à disposition pour que tu puisses un petit peu te faire ta propre opinion. Bah, avec grand plaisir parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé avec un concurrent à vous sur le GR20 cette année. Quand je l'ai fait en 3 jours et effectivement on avait une solution de suivi live qui était mise en place. Et ça a beaucoup plu à toutes les personnes qui nous suivaient. Il y avait aussi un petit côté anxiogène de la part des personnes qui nous suivaient parce que des fois on déviait de la trace qui était prévue à l'origine et pour des raisons de terrain. Et ça avait aussi cet effet-là. Donc le retour a été de notre part, de notre vision, était un peu mitigé parce qu'on avait ce flux de messages qui arrivait quand on déviait de la trace. Attention, vous êtes plus sur la trace. Qu'est-ce qui vous arrive? On s'inquiète, tout ça. Mais par contre, les gens ont beaucoup aimé effectivement suivre l'aventure en live quand on était sur la trace du coup. D'accord, Donc, ouais, c'est intéressant c'est intéressant à savoir effectivement et à prendre en considération. ouais, c'est de juste de dire, on recevait un flux de messages, on pouvait pas répondre à tout le monde. Et puis, je sais pas, peut-être un petit bouton, tout va bien. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais effectivement, c'est une solution qui, à mon avis, va être intéressante pour les coureurs, parce que j'entends de plus en plus de coureurs dire que ils veulent faire du off et à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, sur le suivi live aussi des courses en off. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas mal parce que c'est un truc que je veux faire au moins une fois par an, d'aller découvrir un massif ou faire une traversée ou quelque chose comme ça, au moins une fois par an. Ouais, puis j'aimerais bien, je sais pas comment tu le ressens toi en tant que coureur d'assez haut niveau. Hein. J'ai pu regarder l'indice, mais il me semble que tu fais quand même des très très bons temps. Très très bon, non, mais je progresse, on va dire.
Mais je sais que quand je m'entraîne, en fait, j'aimerais bien utiliser cette plateforme aussi un petit peu comme plateforme de mise en avant de certaines évolutions. Quand je m'entraîne sur un parcours donné, par exemple avec ma montre Garmin, je suis très content. J'ai plein de statistiques de performance qui sont hyper performantes et que d'ailleurs on va surtout pas aller venir concurrencer. Ce serait de la bêtise parce que c'est eux qui ont les outils de mesure sur la montre. Mais forcément, ces outils ont aussi certaines limites. Et par exemple, quand on regarde le parcours, on voit du rouge, du vert en fonction de la vitesse. Alors quand on se fait un entraînement sur du plat pour voir si on a toujours été au même rythme, là, par exemple, je suis allé courir hier sur 10 km où je voulais être à 4,15 du kilomètre. C'est intéressant et cette analyse est pertinente. Par contre, quand je vais faire 30 km en montagne, en fait, assez logiquement, toutes mes montées sont en bleu et toutes mes descentes sont en rouge. Et pour autant, ça ne veut pas dire grand-chose parce que j'ai peut-être fait du 1000 mètres/heure dans les montées en grimpant en fort et du 1500 mètres/heure en descente en descendant pépère. Hmm. Et du coup, cette analyse perd de sa pertinence. Et je pense qu'aujourd'hui, LiveTrail, un des outils, le groupe et par l'intermédiaire de LiveTrail, pour le démocratiser en dehors du groupe, on a des outils qui permettraient d'avoir une analyse, un spectre différent, pas concurrent mais complémentaire, qui permettrait d'analyser sa course et ses points forts et ses points faibles d'un autre œil. Et je pense que voilà, on est en train de créer tout un écosystème qui donne ce contexte-là d'aller beaucoup plus loin que de donner un simple indice à la fin d'une course 48 heures après. Je pense que on est à 10% de ce qu'on est capable de proposer. Hmm. Parce que c'est Strava aussi qui propose différentes couleurs de la trace en fonction de différentes données, donc l'allure, le dénivelé, la fréquence cardiaque, toutes ces choses-là. Et si j'ai bien compris, toi, ce que tu proposerais, c'est de mettre tout ça ensemble et puis de proposer une seule coloration de trace, si je puis dire, avec un indice de forme ou de performance sur telle ou telle spécificité qu'avait le terrain. Voilà, alors attention, sur deux choses. Déjà, pour le moment, on parle de possibilités, pas de choses qui sont réalisées aujourd'hui. Donc, du coup, je veux surtout pas prendre d'engagement ici par rapport à ce qui est fait. Non, Et, on brainstorm là. et de deux, par rapport à Strava, très honnêtement, je vais avouer, je vais avouer que je ne sais pas parce que j'ai pas payé pour avoir l'accès premium. D'accord. Donc du coup, j'ai pas accès à ces outils-là pour le voir. Mais d'ailleurs, je pense que un de nos points intéressants, c'est que ce qu'on veut proposer, c'est quelque chose qui reste accessible aux coureurs et qui soit pris en charge par le territoire parce que le territoire peut mettre en avant un certain nombre d'acteurs locaux, de partenaires en avant. Mais pour une solution où c'est pas moi, Strava, typiquement, ça me frustre. Je l'utilise pour le côté social et parce qu'il y a quelques éléments qui m'intéressent. Mais d'aller payer pour avoir quelques outils en plus, quand on voit tous les outils qu'on a déjà sur Garmin, ça m'intéresse pas, finalement, pas tant que ça. Donc, ils se trouvent leur modèle économique comme ça en B2C. C'est très et tant mieux. Et d'ailleurs, ça marche manifestement très très bien quand on voit la puissance de Strava que je ne vais pas remettre en cause absolument 2 secondes. Ce serait pas du tout raisonnable. Mais nous, on est sur un modèle B2B. Donc, je pense pas qu'on puisse être sur quelque chose qui soit comparable à Garmin ou Strava. Je pense qu'on ferait une erreur de se comparer à eux. Donc, on va essayer de proposer quelque chose qui est différent et qui est complémentaire. Et voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'applications qui couvrent un certain nombre de secteurs.
il y a un petit triangle des Bermudes qui est pas complètement couvert par une application ou par une autre. Et nous, on veut par l'intermédiaire dans cet intermédiaire, se placer dans ce créneau-là comme une solution complémentaire pour que le spectre soit complètement couvert, mais pas forcément venir concurrencer complètement une solution ou une autre. Surtout que ce serait un petit peu suicidaire aujourd'hui de vouloir concurrencer complètement Garmin ou Strava quand on voit leur puissance de développement. Non, bien sûr, c'est sûr que c'est des. Mais en tout cas, j'aime bien moi, toutes ces petites idées de développement, d'amélioration, d'innovation. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'aime bien voir ce monde de la tech un peu dynamique comme ça. J'aime bien. J'aime bien recevoir ça. Écoute, merci beaucoup David pour cet échange. J'en ai appris vraiment beaucoup sur Lifetry, sur toi, sur le parcours aussi. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère que tu as passé un bon moment et puis je te dis à bientôt, peut-être sur une course. Avec grand plaisir. Merci pour cette invitation. C'est toujours un très bon moment de pouvoir parler de ce qu'on fait et de ce qui nous anime. Donc merci de m'avoir offert un moyen de l'exprimer. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci François. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.